Un sans-abri sur le point de mourir a trouvé un réfrigérateur coûteux dans une décharge. Mais quand le vagabond a regardé à l'intérieur, il a été paralysé par le choc de ce qu'il a vu. Un sans-abri mourait dans la décharge de la ville. Il ne voulait pas dire adieu à sa vie misérable, mais il n'avait pas d'autre choix. La malnutrition, les conditions insalubres et une grave maladie, probablement une pneumonie, le poussaient inexorablement vers sa fin. Cependant, il avait tellement espéré vivre un peu plus longtemps. Après tout, il était encore si jeune, à peine 32 ans. Ce n'était rien. Mais ce qui faisait le plus mal au pauvre homme, ce n'était pas pour lui-même, c'était pour son fidèle chien, un grand Rocky au poil roux, son seul ami et compagnon. « Je te dis adieu », dit l'homme à bout de souffle entre de douloureuses quintes de toux. « Bouh !» gémit pitoyablement le chien, comme s'il comprenait tout, mais il fut ensuite distrait par des puces et se mit à gratter frénétiquement son cou avec sa patte arrière, levant la tête vers le ciel et recourbant les coins de sa bouche en un soulagement statique alors qu'il se grattait l'endroit qui démangeait. Après avoir fini de se gratter, le chien regarda sombrement l'homme, se coucha lourdement à ses côtés et fixa les yeux de son compagnon à deux pattes. Et ainsi, ils restèrent allongés là, sous une tente de fortune faite de vieilles bâches, le vagabond épuisé et son ami à fourrure. Cela ne devait pas arriver. C'était le destin de quelqu'un d'autre, pas le sien. Comme il est facile pour une personne de tomber, de glisser sur l'échelle sociale et de s'écraser au sous-sol si fort qu'elle se brise tous les os et ne peut plus remonter. Dans une vie antérieure, le sans-abri s'appelait Cornelio Morones. C'était un brave type, mais il avait le don des ennuis. Depuis l'enfance, il se mettait dans toutes sortes de bêtises. Peu importe combien sa mère essayait de le remettre sur le droit chemin, allant même jusqu'à utiliser des punitions corporelles. Cornelio a grandi en cherchant constamment l'aventure et avait un talent incroyable pour trouver les mauvaises fréquentations et s'impliquer dans des activités douteuses. Adolescent, il s'est retrouvé dans le collimateur de la police. Mais cela ne le dérangeait pas. Au moins, il n'était pas enfermé. Il se débrouillait à l'école, bien que non sans difficulté, apprenant rapidement. S'il avait mis ne serait-ce qu'un peu d'effort dans ses études, il aurait été un excellent élève et la fierté de l'école. Mais pour un garçon aventureux comme Cornelio, l'étude assidue des matières était insupportablement ennuyeuse. Il était toujours en train de courir, de se précipiter, d'inventer des idées et des inventions. La plupart de son énergie mentale était consacrée à gagner de l'argent. Oh, comme il aimait l'argent, tout autant qu'il aimait les filles. Bientôt, Cornelio a compris que là où il y avait de l'argent, il y avait des filles. Et l'attrait des deux était quelque chose auquel il ne pouvait pas résister. Mais pour y parvenir, il devait trouver comment en gagner. La rue ne lui offrait que des impasses. Et bien que son esprit foisonnait de combines, aucune ne semblait le rapprocher de l'argent réel. Demander de l'argent à sa mère était hors de question. Il avait trop honte. Elle avait déjà tant sacrifié pour lui. La mère de Cornelio avait été une femme forte, mais la vie l'avait brisée. Son père, un joueur compulsif dont le nom même était devenu un tabou dans leur foyer, avait tout ruiné. Cornelio se souvenait encore des disputes, sa mère suppliant son père d'arrêter de jouer, sa voix se brisant alors qu'elle le suppliait de ne pas faire ce dernier pari, mais rien ne pouvait l'arrêter. Nuit après nuit, il dilapidait le peu qu'ils avaient, perdant tout à la table de jeu. Son addiction était impitoyable, consommant non seulement leur argent, mais aussi l'esprit de leur famille. Quand Cornelio n'était qu'un garçon, son père disparut dans la nuit, laissant une note pleine d'excuses, mais sans réponse. Avec son départ, la maison sombra dans un chaos silencieux. Les factures s'accumulaient et sa mère se tuait à la tâche, enchaînant les doubles shifts pour garder de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de leur tête. Il y avait des jours où Cornelio voyait son épuisement dans les rides gravées sur son visage, dans la façon dont ses mains tremblaient en comptant ce qu'elle avait péniblement gagné cette semaine-là. Mais elle ne se plaignait jamais. Au lieu de cela, elle se battait bec et ongles pour les sortir des décombres laissés par son père. Cornelio haïssait son père pour ça. Il détestait comment il les avait réduits à cela. Vivre de salaire en salaire, avec sa mère portant le poids d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Cela alimentait sa détermination à ne jamais finir comme lui, à ne jamais laisser le jeu, ou tout autre vice, prendre le contrôle de sa vie. Mais l'ironie ne lui échappait pas.
Il courait toujours après un autre type de jeu, où l'argent était la clé de tout ce qu'il voulait. Et en ce moment, Cornelio voulait la vie que son père ne lui avait jamais donnée. La sécurité, le respect et l'attention des filles qui ne lui accordaient jamais un second regard. Mais comment? Son esprit fourmillait d'idées. Il n'avait rien à son nom, pas de connexion, pas de véritable perspective d'emploi. L'école n'avait jamais suscité beaucoup d'intérêt chez lui, et toute chance d'une éducation formelle s'était évaporée en même temps que son père. Pourtant, Cornelio n'était pas un idiot. Il savait comment s'en sortir, comment s'adapter. Il avait appris très tôt à naviguer dans les rues, à lire les gens et à repérer les opportunités. Son talent pour l'observation était son atout le plus précieux. Puis, un jour, alors qu'il errait dans les quartiers les plus riches de la ville, quelque chose fit tilt. Cornelio avait observé les hommes en costumes élégants, descendant de voitures de luxe, exhibant des liasses de billets. Il avait remarqué qu'ils avaient tous un point commun. Ils ne faisaient pas de travail ordinaire. C'étaient des arnaqueurs, mais pas ceux qui opèrent au coin des rues. Ces hommes étaient subtils, opérant dans l'ombre de la légalité, se glissant dans les zones grises où l'argent coulait discrètement. Ils n'étaient pas des joueurs comme son père. C'étaient des stratèges, des hommes qui savaient manipuler le système sans se laisser broyer. Cornelio décida alors et là. S'il voulait survivre, s'il voulait prospérer, il devait devenir l'un d'eux. Pas un joueur, mais un joueur stratège. Quelqu'un qui savait plier les règles en sa faveur sans les enfreindre complètement. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était une question de reprendre sa vie à l'ombre des erreurs de son père. Dès lors, Cornelio et sa mère passèrent d'un logement loué à un autre, vivant dans des appartements délabrés avec des locataires douteux. La majeure partie des revenus de sa mère servait à rembourser des microcrédits, dont les intérêts s'accumulaient sans relâche. Malgré tout, la mère de Cornelio essayait de rester optimiste. Elle souriait, ne laissant jamais à son fils savoir qu'elle mangeait les pâtes les moins chères depuis 3 jours d'affilée au travail, juste pour pouvoir lui acheter une barre de chocolat après. Devant son fils et les autres, elle gardait toujours les apparences, souriant même quand une envie écrasante de sauter du toit la rongeait de l'intérieur. Ce n'est que la nuit, quand Cornelio dormait, qu'elle pouvait laisser couler ses larmes et pleurer en silence. Cornelio voyait cela parfois, se réveillant et restant immobile, écoutant les doux sanglots de sa mère. Dans ces moments-là, un volcan de haine pour son père éclatait en lui, un désir brûlant de détruire tout ce qui était lié à ces vauriens. Des années plus tard, quand son père prodigue, maintenant alcoolique et en lambeaux, le retrouva et marmonna à travers ses gencives édentées. « Fils, je suis revenu. » Tendant les bras pour un câlin, Cornelio cracha à ses pieds avec dégoût. Il se retourna et s'éloigna. Ni les larmes de son père, ni les malédictions qu'il cria dans une frénésie de réalisme, en réalisant qu'il avait perdu la dernière personne sur qui il pouvait compter, n'ont fait ralentir Cornelio. Bien sûr, Cornelio aurait pu déverser toutes ses rancunes sur son père, pour les avoir abandonnés dans la pauvreté, pour avoir été la cause de l'AVC, qui avait emporté sa mère alors qu'elle était encore jeune et pleine de potentiel. SS, année de dur labeur, l'avait usée, et c'était à cause de ce vaurien qu'elle n'avait jamais eu une vie normale, et que Cornelio n'avait jamais eu une enfance heureuse. Mais à ce moment-là, Cornelio sentit que tout cela était vain. La personnalité de son père avait été détruite par l'alcool. Il n'était plus l'homme qu'il avait été autrefois, juste une coquille vide, un simple avatar de son ancien moi. Qui savait ce qui se passait en lui maintenant? De plus, sa mère était morte depuis longtemps, et pour elle, Cornelio aurait peut-être détruit cette épave ivre. Mais maintenant, cela semblait inutile. Cornelio ne revit jamais son père. À la place, il fonda sa propre famille, ou du moins, il eut une femme. Cela se produisit lorsqu'il eut 26 ans. À ce moment-là, il avait une voiture et une petite entreprise d'installation de fenêtres. Il travaillait avec un associé, et l'argent était bon. À ce stade, Cornelio s'était plus ou moins rangé et avait cessé de s'impliquer dans des affaires louches, bien qu'à un moment donné, il avait même eu recours à des petits larcins. Après le lycée, il alla à l'université. D'une manière ou d'une autre, il réussit à éviter de se faire expulser, ce qui était déjà un exploit en soi. Se faire expulser d'une école professionnelle était difficile de toute façon. Il y avait toujours un manque d'élèves dans les programmes.
Donc, il ne renvoyait personne jusqu'au dernier moment. La vie après l'obtention de son diplôme était pleine d'événements qui pourraient remplir tout un roman, mais cela dépasse le cadre de cette histoire. L'important est que Cornelio erra sans but pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il trouve enfin quelque chose qu'il aimait, installer des fenêtres. Ce n'était pas ennuyeux et l'argent était bon. Enfin, il commença à vivre comme une personne normale. Sa mère ne lui avait laissé aucun héritage, il dut donc se frayer un chemin dans la vie par lui-même. Il finit par se rendre compte que désormais, il n'avait plus besoin de se battre. Il pouvait vivre confortablement. L'essentiel était de ne pas gaspiller son argent, bien qu'il ait eu la mauvaise habitude de le faire. Il avait tendance à dépenser tout son argent en achats inutiles. Comme dit le proverbe, se montrer était plus important que l'argent pour lui. Par exemple, il achetait des baskets à un prix exorbitant alors qu'il pouvait trouver des chaussures identiques en style et en qualité pour un tiers du prix. Ou il contractait un prêt pour un téléphone cher, pour le mettre en gage plus tard, parce qu'il avait invité tous ses amis à dîner au restaurant à ses frais. Heureusement, avec le temps, Cornelio réussit à contrôler ses dépenses et à prendre l'argent plus au sérieux. Il n'achetait plus que ceux qui étaient vraiment nécessaires et de bonne qualité. Il évitait les excès alimentaires, buvait de l'alcool avec modération et arrêta de manger au restaurant. Cette approche raisonnable de la gestion de ses finances lui permit d'acheter une voiture, d'acquérir une garde-robe décente et de finir par louer un appartement douillet, mais petit, avec une seule chambre. C'est dans cet appartement que sa femme, Laura Barros, emménagea rapidement. Laura, une jeune femme joyeuse, mince et souple, ne semblait pas, pour une raison quelconque, correspondre à ce prénom. Un jour, comme sorti de nulle part, Cornelio commença à l'appeler Lorita, et ce surnom lui resta. Dès lors, il ne l'appela plus que par ce nom affectueux. Lorita ne s'en souciait pas. Bien qu'elle soit très attirante, c'était une fille simple d'esprit et au grand cœur. Rien ne pouvait la mettre en colère ni la contrarier. Elle cherchait toujours le positif en toutes choses. Son père, en revanche, était un homme endurci, réformé des rudes années 1990. Il avait trouvé sa place dans le nouveau monde, mais vivait toujours selon les anciens principes. « Si tu lui fais du mal, je t'enterrerai », avait-il promis à Cornelio, joyeusement le premier jour de leur rencontre, lui donnant une tape dans le dos si forte qu'elle faillit le renverser. Cornelio n'avait aucune intention de faire du mal à Lorita. Après avoir été témoin de la souffrance de sa mère, il avait juré de ne jamais être la cause des larmes d'une femme. L'attitude de Cornelio envers les femmes était presque révérencieuse, voire un peu désuète. Il y a un dicton qui dit qu'un homme ouvre la portière de la voiture à une femme dans 2 CA, quand la voiture est neuve ou quand la femme était nouvelle. Cornelio, cependant, ouvrait toujours les portes et chaque fois qu'une dame entrait dans la pièce, il se levait. Il ne pouvait tout simplement pas l'ignorer lorsqu'il vit, un soir dans la rue, 2 voyous tordre les bras d'une étudiante frêle et sans défense. La jeune femme, avec ses cheveux légers comme un pissenlit et ses grands yeux bleus enfantins, ne comprenait pas ce que ces deux-là voulaient d'elle. Le sans-abri. « Tu m'as traîné ici et puis tu t'es enfui. » Cornelio n'avait pas peur des cadavres, mais il était curieux, alors il décida d'examiner le corps. Le défunt semblait être dans la trentaine, mince, bien habillé, portant des baskets de marque coûteuse, et sa tête était couverte de coupures et de contusions. C'était clairement un meurtre. Il ne serait pas mis dans un réfrigérateur s'il était mort de cause naturelle, hautement improbable. Le malheureux vagabond, Cornelio, n'avait pas peur d'être accusé de meurtre. Dans son esprit, il n'avait plus rien à perdre. La vie lui avait tout pris, sa dignité, sa maison, son avenir. Quelle différence une mésaventure de plus, ferait-elle? Les rues l'avaient endurci et la survie était son seul instinct. Alors qu'il se penchait sur le corps, ses mains tremblaient, non par peur, mais à cause du froid. Il laissa ses empreintes négligemment sur les vêtements du mort, sa peau et même son visage, mais peu importait. Dans le monde de Cornelio, il était invisible. Personne ne se soucierait si ses empreintes étaient trouvées. Il ne prendrait même pas la peine de le chercher. S.E.'s doigts bougeaient rapidement, fouillant les poches du mort. Au début, c'était juste une routine. Peut-être y aurait-il quelque chose d'utile.
Un bout de nourriture, quelques pièces. Mais alors, il sentit quelque chose de dur et rectangulaire. Un portefeuille. Cornelio s'arrêta un instant, le souffle coupé. Il ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit de valable sur cet homme. Après tout, qui meurt avec de l'argent encore dans ses poches? Les morts sont généralement pauvres, tout comme les vivants. Mais le poids du portefeuille lui donna de l'espoir. Il le sortit précautionneusement, jetant un rapide coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne le regardait. La rue était vide, enveloppée dans une obscurité qui couvrait tous les péchés. Il ouvrit le portefeuille, s'attendant à moitié à ce qu'il soit vide ou rempli de papiers inutiles. Au lieu de cela, ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. À l'intérieur, il y avait une somme considérable d'argent, des billets, plus qu'il n'en avait vu depuis des années. Le cœur de Cornelio battait à tout rompre, et ses doigts feuilletèrent rapidement les billets, comptant. Il devait y avoir des centaines, peut-être même plus. Pendant un moment, il ne pouvait pas croire à sa chance. Son esprit s'emballa, imaginant tout ce que cet argent pouvait lui offrir. Un repas chaud, un endroit pour dormir au chaud, des vêtements qui ne tombent pas en lambeaux, une chance d'une vie meilleure, même si CE n'était que pour un temps. Mais ce n'était pas tout. Derrière l'argent, il y avait des cartes en plastique, des cartes de crédit. Cornelio n'y connaissait pas grand-chose, mais il savait assez pour comprendre que ces cartes pouvaient valoir encore plus que le liquide. Bien utilisées, elles pouvaient lui ouvrir des portes longtemps fermées. Elles étaient les clés d'une vie qu'il n'avait vue que de loin, une vie qu'il n'avait jamais pensé pouvoir toucher. Un instant, la culpabilité surgit au fond de son esprit. L'homme allongé mort devant lui avait été quelqu'un, peut-être avec une famille ou une histoire à lui. Cornelio se demanda brièvement qui il avait été et ce qui l'avait mené à mourir seul dans ces rues froides. Mais cette pensée s'évanouit rapidement. Dans ce monde, les vivants devaient prendre ce qu'ils pouvaient, sinon ils ne survivaient pas. Cornelio avait appris cette leçon depuis longtemps. Les morts n'avaient pas besoin d'argent là où ils allaient, mais les vivants, surtout les désespérés, avaient besoin de chaque avantage qu'ils pouvaient obtenir. Glissant le portefeuille dans sa poche, Cornelio se releva. Ses yeux parcoururent la zone une dernière fois. La ville autour de lui était étrangement silencieuse, son bourdonnement habituel étouffé par l'heure tardive. Il savait qu'il devait partir avant que quelqu'un ne trouve le corps. L'argent ne durerait pas éternellement, mais c'était un début, plus qu'il n'avait osé espérer depuis longtemps. Alors que Cornelio s'éloignait de la scène, le poids du portefeuille dans sa poche semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Il ne savait pas ce qu'il ferait ensuite, ni combien de temps cette chance durerait. Mais pour la première fois depuis des années, il avait un choix, une chance de réécrire son histoire, même si elle était née du désespoir. Il avait volé l'opportunité de quelqu'un d'autre, mais Cornelio s'en fichait désormais. Dans son monde, la survie était un jeu, et ce soir, il avait gagné. « Wow !» souffla-t-il, ressentant une montée inexplicable d'énergie. Une des cartes portait le nom de Raulo Bellarme. « Pas de chance pour toi, Raulo !» soupira Cornelio avec une sincère sympathie et continua sa fouille. Soudain, il trouva un téléphone portable. C'était un type de téléphone que presque personne n'utilisait plus, surtout les jeunes. L'écran était cassé et couvert de sang. Alors Cornelio le jeta immédiatement. Il n'avait aucune valeur. Le mort n'avait rien d'autre de valeur. Alors Cornelio décida de le laisser. Il pensa à appeler la police, mais non. Il en avait déjà assez eu affaire à eux. Il finirait bien par trouver le corps, et s'il ne le faisait pas, qu'est-ce que ça lui importait? Cornelio avait pourri dans la vie, souffrant d'une toux. Quelqu'un lui avait-il jamais apporté des médicaments? Seul ce chien plein de puces et boiteux était resté à ses côtés. Que le destin décide du sort du pauvre homme. Cornelio avait ses propres problèmes. La seule chose que Cornelio fit fut de couvrir les restes de Raulo avec quelques déchets à proximité. Ensuite, il commença à s'éloigner, prévoyant de prendre du thé près de sa tente, puis de retourner dormir. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, une mélodie aiguë retentit soudainement de quelque part en bas, attirant son attention. Qu'est-ce que c'est? En regardant autour de lui, l'homme remarqua le téléphone qu'il avait jeté. L'écran brillait à travers les fissures et les taches de sang, et le téléphone vibrait nerveusement sur le sol. Surmontant son dégoût, Cornelio, sans vraiment comprendre pourquoi, ramassa prudemment le téléphone avec 2 doigts et appuya sur le bouton vert pour répondre.
Oui, bonjour, bon après-midi, dit une voix qui appartenait clairement à un jeune homme. Vas-tu venir chercher ta commande? J'attends ici depuis 1 heure. Quelle commande? Du magasin d'informatique. Je t'appelle, mais tu n'as pas répondu. Les idées n'étaient jamais venues aussi vite à Cornelio auparavant. « Et à quelle adresse es-tu allé » demanda-t-il. « Eh bien, rue Centrale 53. Tu vis dans le grenier, non? N'est-ce pas ton adresse? Je t'ai déjà livré. Tu donnais toujours de bons pourboires. »« Écoute, mon ami, » soupira Cornelio. « J'ai été vraiment débordé. Alors peut-être devrais-tu annuler la commande. »« Quoi? Mais tu as déjà payé? » ?»« Ah, vraiment? Eh bien, alors garde-la. »« Eh non, je ne peux pas faire ça. »« Alors, reviens dans quelques jours, d'accord ?» suggéra Cornelio. « Bien sûr, pas de problème. Mais ne dépose pas de plainte contre moi, d'accord ?»« Bien sûr que non, ne t'inquiète pas, mon ami, » répondit le sans-abri en raccrochant. Ce n'est qu'à ce moment qu'il réalisa qu'il avait parlé au livreur presque sans tousser. En fait, il ressentit un regain d'énergie, comme s'il avait gagné une sorte de loterie mystique. C'était comme si le type dans le réfrigérateur était mort à sa place aujourd'hui. Cornelio retourna résolument à sa tente. Il savait ce qu'il devait faire. Sous un tas de déchets, il sortit un petit sac à dos de randonnée, un jean, des baskets et une veste. Ce vêtement était relativement décent, bien que l'odeur de la décharge qui s'était imprégnée dans ses cheveux en désordre et sa barbe hirsute le trahirait. Sa peau rouge et usée témoignait également tristement de sa mauvaise condition. Après avoir enfilé les vêtements, il mit quelques affaires dans le sac à dos et siffla fort, appelant Rocky. Voyant le chien émerger lentement d'une pile de débris, Cornelio se dirigea vers sa cachette. Là, dans un garage improvisé fait de planches et de bâches en plastique, se trouvait une trottinette électrique. Cette merveille lui avait été donnée par un autre sans-abri après que Cornelio l'eut sauvé d'une bande d'adolescents en colère. L'homme sans-abri était un vieil ingénieur à la retraite qui avait trouvé la trottinette cassée dans des buissons, probablement volée par un délinquant qui l'avait abîmée en chemin. Le vieil homme avait trouvé toutes les pièces nécessaires et ressuscité la trottinette brisée, puis l'avait offerte à Cornelio en signe de gratitude. Le nouveau propriétaire accepta ce cadeau avec joie, en prenant soin d'elle, en s'assurant que la batterie était en bon état, et en la rechargeant régulièrement avec une batterie de voiture qu'il avait trouvée ou dans des stations de recharge autour de la ville. Maintenant, il prévoyait de l'utiliser pour se rendre chez Raulo, en espérant que la charge durerait. Il mit une laisse à Rocky et se mit en route. Il roulait lentement pour que le chien boiteux ne se fatigue pas trop. Le voyage était long, il n'aurait pas pu le faire à pied ou à vélo. Cornelio longeait le bord de la route, indifférent à tout ce qui l'entourait. Les voitures, les gens curieusement penchés aux fenêtres des véhicules qui passaient. Rocky trottait docilement derrière son maître, et Cornelio essayait de ne pas se presser pour que le chien ne sollicite pas trop sa patte blessée. Enfin, ils arrivèrent dans la rue et devant la maison. Il s'agissait clairement d'un complexe résidentiel de luxe. Cela sautait aux yeux dès le premier regard. Les voitures garées autour n'étaient pas bon marché. Heureusement, la porte était ouverte, sinon il n'aurait peut-être pas pu entrer. Mais par chance, les étages inférieurs abritaient des crèches privées, des clubs de fitness et d'autres installations, si bien que les portes restaient ouvertes pour les clients venant d'autres rues. En sueur étendue, Cornelio souleva la trottinette et commença à monter les marches vers l'entrée. Rocky boitait tranquillement à ses côtés, visiblement surpris et confus. Il n'avait jamais visité de tels complexes exclusifs et ne comprenait pas vraiment pourquoi ils étaient là. Une femme avec un enfant sortit du bâtiment et, en voyant Cornelio et son gros chien, fronça le nez de dégoût. Elle se dépêcha de fermer la porte derrière elle, mais Cornelio tendit la main pour l'arrêter. Dès qu'il entra dans le bâtiment, ou plutôt dans le grand hall, étant donné sa taille, sa luminosité et sa beauté, il se retrouva immédiatement face à un nouvel obstacle sous la forme de la concierge, qui se leva même de son guichet en verre dès qu'elle vit le duo entrer. « Hé, à qui venez-vous rendre visite ?» demanda la jeune femme, mince, au visage sévère d'un ton peu amical. Elle savait parfaitement que cet homme ne pouvait pas être un résident, encore moins un parent ou un ami de quelqu'un vivant là. Rempli d'une confiance inexplicable, voire d'une audace, Cornelio répondit calmement.
Je suis le cousin de Raulo. Je fais juste un passage. Ne vous inquiétez pas de mon apparence. Je reviens juste d'une randonnée dans les montagnes de l'Altaï et j'ai attrapé un petit rhume. Raulo m'a dit que vous me donneriez les clés. Je ne vous crois pas, dit la femme. Il m'aurait prévenu. Cornelio sourit sarcastiquement, sans même savoir pourquoi, et soudain la concierge soupira tristement, son humeur changeant. Oui, vous avez raison, répondit-elle d'un ton complètement différent. Il ne me salue jamais. Il me parle seulement quand il a besoin de quelque chose, et il oublie toujours mon nom. Bien sûr qu'il se souvient de votre nom. Il m'a dit que Liliana me donnerait les clés, mentit indifféremment l'imposteur. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Soupira la concierge. Je ne suis pas Liliana. J'ai toujours été Juana, dit-elle, en tendant les clés à travers la fenêtre. Merci, répondit le vagabond, forçant un sourire en prenant les clés. Puis il demanda, quel étage? 17e, répondit la femme d'un ton bougon. Numéro porte-bonheur, j'aime ça, marmonna Cornelio en entrant dans l'ascenseur. Il trouva l'appartement tout de suite et la serrure s'ouvrit facilement. Une fois à l'intérieur, il resta sans voix. C'était un appartement moderne, aménagé selon les dernières tendances, un salon combiné avec une cuisine, une chambre spacieuse avec un immense lit et une salle de bain avec jacuzzi. Rocky commença immédiatement à renifler partout pendant que Cornelio s'effondra sur le canapé, épuisé, et s'endormit ou perdit simplement connaissance. Son corps fatigué avait épuisé ses dernières forces durant ce voyage. Ce n'était pas une plaisanterie. Ce matin même, il contemplait l'au-delà et maintenant, il se trouvait dans un appartement luxueux sur un canapé confortable dont il n'oserait même pas deviner le prix. Après un temps indéterminé d'inconscience, Cornelio lutta pour ouvrir ses paupières gonflées et regarda autour de lui avec des yeux enflammés, essayant de comprendre où il se trouvait. Au lieu du cocon étroit de détritus et de chiffons, il était entouré de l'espace d'un bel appartement propre. Et au lieu de la tente rafistolée qu'il voyait chaque matin à son réveil, il regardait maintenant un plafond haut et immaculé. Tout autour de lui était impeccable, avec peu de meubles, beaucoup de verre, d'air, de beauté et de luxe. Non, ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. Il était vraiment arrivé ici en trottinette avec son chien et avait réellement trouvé un corps dans le réfrigérateur. Sa toux le tourmentait toujours, et sa poitrine le faisait souffrir. Il avait besoin de quelque chose de chaud à boire. Cornelio se dirigea vers la cuisine et se sentit momentanément perdu en regardant autour de lui. Oui, ce type aimait les gadgets, y compris les appareils de cuisine. Une élégante machine à café, une cuisinière qu'il ne savait pas vraiment utiliser, un lave-vaisselle et une multitude d'autres gadgets pour préparer des sandwichs chauds, des jus frais et bien plus encore. En ouvrant le réfrigérateur, Cornelio fut presque ému aux larmes. Il était rempli de nourriture. Il attrapa la première chose qu'il trouva et commença à manger avec voracité, sans même savourer la nourriture. Ce n'est que plus tard qu'il se rendit compte qu'il s'agissait d'une sorte de tarte avec une farce épicée. Il comprit rapidement comment fonctionnait la machine à café et se prépara bientôt une tasse de café aromatique qu'il but presque d'un trait, se brûlant la langue et la gorge. Cela provoqua une nouvelle quinte de toux. « Quel idiot je fais !» secoua la tête Cornelio. Après avoir calmé sa faim initiale, il se fit une autre tasse de café, sortit des herbes, de la viande, trouva du pain et prépara des sandwichs multicouches. Puis il s'assit à la table et appela son chien d'une voix rauque. « Rocky, où es-tu, mon vieux ?» De quelque part au fond de l'appartement, on entendit des pas lourds accompagnés du cliquetis des griffes sur le sol. Le chien entra en courant dans la cuisine, remuant joyeusement la queue, et reçut immédiatement son sandwich, qu'il dévora d'une seule bouchée, tout en recrachant quelques légumes. « Affamé, pauvre bête !» soupira Cornelio. Lui aussi assoiffé, il se leva, trouva un bol en céramique, le remplit d'eau, le posa par terre et observa son ami à quatre pattes boire goulûment. De retour dans la chaise confortable, Cornelio commença à savourer son petit déjeuner. Soudain, son regard se posa sur la surface noire et miroir du four, où un bandit échevelé avec une barbe emmêlée le regardait. Pendant les premières secondes, Cornelio fut effrayé, mais il réalisa ensuite qu'il ne s'agissait que de son propre reflet. Quelle horreur! À quel point suis-je tombé? Si j'avais croisé quelqu'un comme ça dans la rue avant, je l'aurais évité. Maintenant, je suis ce même vagabond hirsute que tout le monde évite.
Après le petit déjeuner, il alla directement sous la douche. La plomberie était de première qualité et la douche ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un vaisseau spatial. Les étagères de ce moment étaient remplies de bouteilles et de flacons, comme si une femme vivait ici au lieu d'un homme, mais les parfums des produits étaient masculins. Cornelio réalisa rapidement qu'aucune femme ne vivait ici. Raulo, ou plutôt, vivait ici complètement seul. Autrement, il y aurait eu une autre brosse à dents dans la salle de bain, mais il n'y en avait qu'une électrique, pas de chaussons ou de peignoirs féminins, ni de petites décorations dans l'appartement. Tout était du minimalisme masculin. Cornelio passa une heure entière sous la douche, se sentant comme s'il ne pouvait jamais se nettoyer, et les nœuds, dans ses cheveux, restaient inextricables. Il ne quitta la douche que lorsqu'il se sentit à nouveau faible et étourdi. Enroulé dans une serviette, il alla dans la chambre, se mit au lit, alluma la télévision, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit humain. Cornelio passa 3 jours dans l'appartement de Raulo, sans en sortir ni vraiment l'explorer. Il se déplaçait de la chambre à la cuisine et retour, passant le plus clair de son temps allongé dans le lit à regarder la télévision. Il mangeait, prenait des douches fréquentes, comme s'il essayait de laver son passé. Dans la cuisine, il trouva une armoire à pharmacie remplie de divers médicaments. Il n'était pas clair si Raulo avait été malade ou s'il était juste hypocondriaque. Les médicaments avaient manifestement été achetés en grande quantité, beaucoup encore dans leur emballage. En trouvant des antibiotiques, des remèdes contre le rhume et des vitamines, Cornelio commença à avaler des comprimés, espérant guérir. Tout lui semblait flou, comme si cela ne lui arrivait pas vraiment. Son esprit était embrouillé, il ne pouvait pas réfléchir ou analyser. Il se désintéressait de nombreuses choses simples, comme l'endroit où il se soulageait. Rocky ne pensait qu'à cela lorsque le chien joyeux et bien nourri sauta sur son lit, laissant des empreintes boueuses sur les draps blancs. « Hé, c'est quoi ça? Rocky, d'où vient cette saleté ?» Avec sa queue qui continuait à remuer joyeusement, le chien fit comprendre à son maître qu'il voulait qu'il le suive. Il conduisit Cornelio jusqu'à un escalier que Cornelio avait remarqué dès le début, mais n'avait ni l'énergie ni l'envie de gravir. Il était évident que cela menait au toit. Suivant Rocky à l'étage, Cornelio découvrit que le chien l'avait mené à un jardin d'hiver rempli de plantes dont Cornelio ne voulait même pas connaître les noms. Il y avait des tas de terre éparpillés sur le sol. « Ah, je vois, dit Cornelio. Tu t'es trouvé des toilettes ici, comme un chat. Mais ce n'est pas grave, je me sens un peu mieux maintenant. Je vais t'emmener dehors. » Cornelio lui-même était surpris de voir à quel point la bonne nourriture et les boissons chaudes l'avaient rapidement revigoré. L'homme mort dans le réfrigérateur, aussi cynique que cela puisse paraître, était devenu son salut. Cependant, ses pensées étaient toujours aussi embrouillées qu'un flanc. Il ne pensait pas au cadavre du propriétaire de l'appartement, ni à savoir si Raulo allait manquer à quelqu'un ou si quelqu'un viendrait le chercher. Son téléphone était éteint et ne sonnait pas, donc il n'avait aucune inquiétude extérieure. Cornelio ne pensait même pas au crime qui avait été commis. Il était consumé par un sentiment irrationnel et égoïste qui lui donnait la permission de vivre dans l'appartement de quelqu'un d'autre. L'homme décida que si la police venait, s'il était arrêté et accusé de meurtre, au moins il aurait passé ses derniers jours à vivre comme un être humain. Il n'avait aucune intention de rester en prison ou de mourir malade. Il trouverait une issue à sa manière. Décidant de sortir le chien en liberté, Cornelio enfila le premier survêtement qu'il trouva dans le placard. Les vêtements du propriétaire lui allèrent bien. Il mit la laisse au chien, prit l'ascenseur pour descendre et esquiva la concierge mécontente, qui commença immédiatement à poser des questions sur Raulo. « Ça fait si longtemps qu'il est parti et il ne revient pas, mentit Cornelio. »« Eh bien, je ne l'ai pas vu partir avec une valise, » répondit la concierge. « Pourquoi aurait-il besoin d'une valise ?» demanda l'imposteur. « Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'une valise ou au moins d'un sac de sport pour partir en voyage ? Non, vous ne me trompez pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Je vous préviens, si Raulo ne se monte pas dans les 2 prochains jours, j'appellerai la police. »« Et sur quelle base ?» rétorqua Cornelio avec un rictus. « Parce que vous n'êtes pas simplement là debout en jupe. Vous gérez les choses. Et vous avez besoin de savoir ce qui se passe avec les résidents, n'est-ce pas ? Je respecte cela, Juana. » Cornelio complimenta la concierge, puis s'éloigna du bâtiment. Le bien nourri Rocky marchait fièrement à ses côtés. « Tu te souviens de mon nom ?» murmura la concierge, mais Cornelio ne l'entendit pas.
Avançant lentement avec des jambes affaiblies, le vagabond ressuscité se dirigea derrière le bâtiment pour trouver un endroit pour le chien. Juste derrière, il y avait un petit parc avec des arbres et un ruisseau. C'était un endroit agréable, bien que fréquenté par pas mal de monde. Après quelques efforts, Cornelio trouva un coin tranquille, s'assit sur l'herbe et regarda l'eau pendant que le chien explorait les environs. « C'est votre chien ?» demanda une voix féminine acerbe derrière lui, visiblement prête à créer une scène. « Oui, c'est le mien », admit Cornelio. En se tournant vers la voix, il vit une femme d'âge moyen, furieuse. « Pourquoi votre chien est-il si gros et sale et sans muselière? Il y a des enfants ici, vous savez. »« Tout va bien, nous partons tout de suite, promit-il. »« Exactement, partez, » dit la femme, en se détournant et en marmonnant pour elle-même. « Ces hipsters, ils sont devenus incontrôlables. » Cornelio se leva, appela Rocky et le fit sortir du parc. Le chien protesta, manifestement réticent à quitter un endroit aussi merveilleux, mais Cornelio l'ignora car quelque chose d'incroyable venait de se produire. Pour la première fois, on l'avait traité comme un égal et pris pour un hipster, au lieu d'un vagabond ou d'un mendiant, comme d'habitude. Un compliment douteux, mais c'était mieux que les regards de dégoût auxquels il était habitué. Sur le chemin du retour, ou plutôt de retour à l'appartement de Raulo, il acheta des médicaments et quelques provisions. À sa grande surprise, il ne fut pas expulsé du magasin. La caissière l'accueillit avec un sourire amical et lui proposa même un sac. Cornelio essaya de payer par carte et fut agréablement surpris lorsque le paiement passa sans demander de code. Apparemment, aucune confirmation n'était nécessaire pour de petits montants. De retour à l'appartement, il prépara à manger pour lui-même et vida une boîte entière de nourriture pour chien pour Rocky. Après le déjeuner, il traîna son chien réticent jusqu'à la salle de bain et le lava avec des shampoings coûteux. Le chien n'était pas content. Il semblait que la saleté accrochée à son pelage lui tenait à cœur comme un souvenir précieux. Irrité, Rocky se secoua et, en grognant de mécontentement, fit résonner ses longues griffes sur le sol lisse, laissant derrière lui des traces mouillées. « Hé, pas de bêtises, pas de saut sur le canapé. Tu pourras t'y allonger une fois que tu seras sec, » ordonna Cornelio. « Rappelle-toi, c'est l'appartement de quelqu'un d'autre. Quand on aura le nôtre, tu pourras faire ce que tu veux. » Le chien grogna avec mécontentement et se coucha sur un tapis, lançant un regard plein de ressentiment sur le côté. Pendant ce temps, Cornelio décida d'inspecter l'appartement plus attentivement, examinant chaque recoin. La clarté revenait peu à peu, et il commençait à réaliser la situation étrange, voire effrayante, dans laquelle il se trouvait. Il avait pris possession de l'appartement d'un homme qu'il avait trouvé mort dans le réfrigérateur. L'homme avait été assassiné. Par qui? Pourquoi? Et pourquoi personne ne le cherchait-il? L'ordinateur tout en un sur le bureau et l'ordinateur portable fermé qu'il avait remarqué plus tôt. Il essaya de les allumer, mais ils étaient protégés par des mots de passe et ne fonctionnèrent pas. En fouillant les armoires et les étagères, il ne trouva rien de pertinent à part une somme considérable d'argent. Mais ce à quoi il ne s'attendait certainement pas, c'était de trouver un terrarium avec une énorme araignée. « Eh bien merde !» marmonna Cornelio, réalisant que la boîte en verre n'était pas vide, mais abritait une créature massive et velue avec un abdomen gonflé. « Qu'est-ce que tu es? Au moins, ne me mange pas. » L'araignée ne répondit pas, et Cornelio décida que la créature l'observait probablement simplement. « Je devrais probablement t'offrir quelque chose en sacrifice. Que mangent les araignées? Sinon, elles pourraient me mordre. » Cornelio fut stupéfait de voir à quel point le chien était beau une fois propre. Le seul problème était que les puces embêtaient encore Rocky, qui se grattait distraitement. « Il faut que je règle ça, » dit Cornelio en secouant la tête. « Je vais aller chercher un traitement contre les puces. » Lui-même était souvent tourmenté par les poux, et se laver la tête avec de l'essence réglait le problème, mais laissait aussi des brûlures. Puis, une idée brillante lui vint à l'esprit. Et s'il se coupait les cheveux? Il y avait un salon de coiffure à proximité, et étonnamment, il y avait une chaise disponible. Le coiffeur, un jeune homme pointilleux, examina les cheveux inertes de Cornelio et, en grattant douloureusement son cuir chevelu avec un peigne, demanda avec dégoût « Vous avez du psoriasis? »« Non, ce sont des brûlures au kérosène. J'ai été torturé par un gang parce que je sais où la valise avec l'argent est cachée. » Le coiffeur coupa les cheveux de Cornelio en silence. Ensuite,
avec une coupe élégante et sa barbe taillée, Cornelio se reconnaissait à peine dans le miroir. Plus tard, en passant devant la concierge sur le chemin du retour, il surprit son regard étonné. « Waouh !» commenta-t-elle. « Je suis surpris aussi », acquiesça Cornelio. Il était temps. Au fait, Serge est toujours bien soigné. Quand revient-il? Je ne sais pas. Il est occupé avec ses propres affaires, répondit Cornelio avec indifférence en se dirigeant vers l'ascenseur. Tu te souviens de l'histoire avec la police? Chuchota la concierge d'un ton sinistre, mais le locataire mystérieux ne se retourna même pas. De retour dans l'appartement, Cornelio traita Rocky contre les parasites, puis se regarda à nouveau dans le miroir, stupéfait par sa transformation. Cette nouvelle vie, bien qu'usurpée et ne lui appartenant pas vraiment, semblait lui offrir une chance de renaissance. Le miroir reflétait un jeune homme fatigué, mais plutôt séduisant, avec une coupe à la mode et une barbe soignée. Sa peau s'était améliorée, et ses yeux étaient plus vifs. À ce moment-là, il ressentit une vague de sympathie pour Feu Raulo. C'était comme s'ils avaient échangé leur place. Il aurait dû finir dans les poubelles, tandis que Raulo profitait de la vie dans son penthouse. Mais les choses s'étaient passées autrement, et Cornelio n'était certainement pas à blâmer. Sa seule faute était d'avoir profité de la situation. Injuste peut-être, mais il en était venu à croire, depuis longtemps, que les gens n'étaient souvent pas très différents des animaux, et que seuls les plus forts, les plus intelligents et les plus rusés survivaient dans ce monde, et il s'était juré de survivre. Une autre semaine passa dans l'appartement du défunt, et personne ne cherchait Raulo. Un jour, Cornelio se rappela du téléphone qu'il avait trouvé sur le corps. L'appareil était éteint depuis longtemps, oublié dans la poche du pantalon que l'ancien sans-abri portait en arrivant chez le défunt. Le chargeur, soigneusement plié, était dans le tiroir du bureau. Lorsque Cornelio brancha le câble, le téléphone ne répondit pas immédiatement, comme s'il ne croyait pas recevoir enfin la dose tant attendue d'électricité. Puis l'écran s'alluma joyeusement, affichant le nom de la marque avant de démarrer. Pendant un moment, rien ne se passa, jusqu'à ce que, soudainement, des enveloppes portant le nom Yola commencent à apparaître sur l'écran. Des messages textes. Cornelio ne pouvait pas les ouvrir car il ne connaissait pas le code PIN, mais il réussit à répondre à un appel entrant qui sonna juste au moment où le téléphone s'alluma. « Allô ?» répondit inutilement Cornelio. « Qui est-ce » exigea une voix sévère, identifiée comme étant Yola. « C'est moi, Yola. Où est Raulo ?» demanda-t-elle à travers le combiné. Cornelio raccrocha brusquement et, immédiatement, quelqu'un commença à frapper violemment à sa porte. Surpris par ce bruit soudain, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Donc, ça y est, estimate de la police vient me chercher. » Ses pensées se mirent à tourner de manière chaotique dans sa tête, rebondissant comme des balles de ping-pong. Fuir, se cacher. Reste, ouvre la porte. Ne saute pas du 17e étage pour en finir, pensa Cornelio, figé sur place, alors que les coups à la porte devenaient de plus en plus insistants. En s'approchant prudemment, il entendit une voix féminine autoritaire. « Ouvre! Ouvre cette porte tout de suite, qui que tu sois, ou je la défonce !» Cornelio ressentit un besoin inexplicable de lui obéir. Alors il tourna la poignée jusqu'à ce qu'elle cliquette. Une fille échevelée aux cheveux bouclés fit irruption dans le couloir. « Toi ?» s'étonna Cornelio. « Toi ?» répondit la fille, également surprise. C'était Yolanda, la même journaliste qui avait été la seule à défendre Cornelio lors de son procès. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, son expression passant de combative à perplexe. « C'est une longue histoire, » balbutia Cornelio. « Je ne suis pas pressé. Dis-moi où est mon frère ?» exigea Yolanda. « Ton frère ?»« Raulo. Oui, Raulo. Tu ferais mieux de t'asseoir, Yolanda. Ton frère est mort. » La réaction de Yolanda fut prévisible. Elle chancela visiblement, ses jambes fléchirent et elle manqua de s'effondrer. Rocky, restant hors de vue, observait pendant que Cornelio l'aidait à se reprendre avec un verre d'eau. Ensuite, elle éclata en sanglots, couvrant son visage de ses mains, pendant que Cornelio lui racontait tout depuis le moment où il avait trouvé le réfrigérateur jusqu'à ce jour. Une fois remise, la jeune fille dit « Tu as agi de manière méprisable et le fait que la vie t'ait été cruelle toutes ces années ne t'excuse pas. Tu comprends que je dois appeler la police ?» « Je comprends », soupira Cornelio.
Mais je ne le ferai pas, dit la fille d'une voix glaciale. Pourquoi pas? Demanda Cornelio surpris. Parce que je te plains. Je sais que tu n'as pas tué Raulo. Il a été éliminé par quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est aussi ton ennemi. Mon ennemi? Oui, celui qui t'a envoyé en prison sans raison, notre mère. Raulo travaillait pour lui. Il était impliqué dans les systèmes de sécurité et avait découvert certaines des affaires louches du maire. Nous le savions, mais Raulo avait trouvé des preuves solides. Il savait que ça finirait mal. « Je suis désolé », murmura Cornelio. « On y va », ordonna Yolanda en se dirigeant vers la porte. « Où » demanda Cornelio. « À la décharge. Nous devons retrouver le réfrigérateur ensemble. Pour l'instant, déplaçons le corps. Nous ne pouvons pas simplement le laisser là. »« Tu es folle, Yolanda ?» Cornelio devint pâle. « Où veux-tu qu'on l'emmène? Comment comptes-tu faire ça? » « J'ai un contact, un médecin légiste expert. Il faut qu'on emmène le corps chez lui pour une autopsie. J'ai besoin de savoir exactement comment mon frère est mort. Comprends bien que le maire contrôle tout. Je ne suis pas sûr qu'un autre examen soit fiable. » En passant devant le guichet de la concierge, Cornelio croisa le regard froid et sévère de l'attendante stricte, qui s'approcha aussitôt de Yolanda, manifestement familière avec elle. « Dis-moi, ma chère, » dit l'attendante en s'adressant à Yolanda avec une familiarité qui la fit grimacer, vu qu'elle et Joanna avaient à peu près le même âge. « Tu connais cet homme? Est-ce vraiment ton cousin? »« Je n'ai pas encore décidé, » répondit sèchement la journaliste en poussant fermement la porte en sortant du bâtiment. « Le chien vient avec nous ?» demanda-t-elle en remarquant Rocky qui boitillait, la langue pendante. « Il est toujours avec moi, » haussa les épaules Cornelio. « Et ce sera plus facile de retrouver le réfrigérateur avec lui. J'étais malade à l'époque, j'avais la tête embrouillée. J'ai peur de ne pas le retrouver tout seul maintenant. »« J'entends ta toux, tu devrais t'occuper de ça. Tu as vu un médecin? » ?»« Non, c'est une erreur. Bref, allons-y. » Ils montèrent dans la voiture et se dirigèrent vers la décharge de la ville. Y accéder n'était pas facile, la zone était gardée. Mais quiconque était suffisamment déterminé savait qu'il existait des moyens de contourner la sécurité. Une fois arrivé, Cornelio retrouva d'abord sa tante de fortune. Son cœur se remplit de nostalgie et de pitié pour lui-même en voyant son abri improvisé, construit avec des déchets et des bâtons. Il y tenait avec une grande affection, même s'il ne l'avait protégé que de la pluie et du froid. « Quelle pagaille !» Yolanda secoua la tête. « Ils ont détruit ta vie, Cornelio. »« Oui, et maintenant, ils ont tué mon frère aussi !» soupira la jeune femme en permettant à Rocky de renifler le téléphone de Raulo. Cornelio suivit le chien qui reniflait l'air et le sol à plusieurs reprises. Rocky prit le mauvais chemin plusieurs fois et Yolanda leva les yeux au ciel, doutant de l'intelligence du chien errant. Mais finalement, le chien trouva le bon endroit. Dès que la journaliste aperçut le réfrigérateur couché sur le côté, elle se précipita vers lui et Cornelio, réticent à revoir le corps, la suivit avec hésitation. Il devrait être sous cette bâche et quelques morceaux de mousse. Je l'ai recouvert, tenta d'expliquer le vagabond. Comme c'est attentionné, répliqua la jeune femme avec sarcasme. Elle commença à fouiller dans le tas de déchets avec ses mains, et Cornelio détourna le regard, ne voulant pas voir les restes. Il n'y a rien ici, dit soudain Yolanda, regardant Cornelio avec confusion. Quoi? Il devrait y en avoir. Je ne l'ai pas imaginé, s'exclama Cornelio en se mettant à l'aider, déplaçant des morceaux de bâche et de plastique. Rapidement, il devint clair qu'il n'y avait pas d'erreur. Le corps de Raulo avait disparu. En effet, ils rentrèrent chez eux, les mains vides. Yolanda alla se doucher et en ressortit les cheveux mouillés, sans maquillage, enveloppée dans un peignoir indigo. Elle se comportait comme si elle était chez elle, mais ne demanda pas à Cornelio de partir, comme si sa présence était d'une certaine manière justifiée. « La police ne nous aidera pas, » dit la journaliste. « Tout a été acheté, ou tout le monde a trop peur. Nous allons donc devoir nous en occuper nous-mêmes. D'abord, on devrait vérifier l'ordinateur. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de crucial là-dedans. Raulo n'aurait pas laissé d'informations importantes dans un endroit aussi accessible que son ordinateur personnel. Mais il pourrait y avoir un indice. « Il n'y a pas de mot de passe, » dit Cornelio. « Tu te trompes, » répondit Yolanda en se dirigeant vers l'entrée. Elle revint avec un sac dont elle sortit un téléphone portable et une carte mémoire. « Impressionnant,
approuva Cornelio. Mais ton frère semblait préférer les vieux téléphones. Exactement, acquiesça Yolanda. Et ce n'est pas un hasard. C'est une précaution. Raulo ne s'est pas impliqué dans des affaires sérieuses et dangereuses à la légère. Et il ne faisait confiance à personne, sauf à moi. Mais même là, il ne me disait pas tout, pour me protéger. Mais je connais le mot de passe de son ordinateur. Il m'a fait confiance pour ça et m'a dit que si quelque chose arrivait, je devrais m'en occuper. Yolanda s'avéra être une utilisatrice compétente d'ordinateur et avec un accès physique, elle déverrouilla facilement le mot de passe, trouva des dossiers cachés et ouvrit des fichiers. Mais elle secoua la tête et claqua la langue. Il n'y avait rien d'utile et de nombreux fichiers étaient chiffrés au point d'être méconnaissables. Elle passa plusieurs heures à fouiller dans les fichiers et était presque épuisée. « Tu veux que je vérifie ces fichiers pendant que tu te reposes ?» proposa Cornelio. « Bien sûr, je vais juste dormir dans l'appartement de mon frère assassiné, qui est maintenant occupé par un vagabond toussant, » dit-elle avec irritation. Cornelio resta silencieux et Yolanda se sentit coupable de sa dureté. « Ça va, je suis désolée, » s'excusa-t-elle. « Non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu as beaucoup de choses à gérer, » répondit Cornelio d'un ton compréhensif. « C'est vrai, mais je dois avouer que j'étais préparé à cette tournure des événements. Savez-vous combien de menaces j'ai reçues personnellement ?» Elle agita la main d'un geste dédaigneux. « Je suis sûr que notre ville serait un endroit différent si nous pouvions exposer notre précieux maire. Votre frère voulait aussi la justice, n'est-ce pas ?» spécula Cornelio. « Oh non, croyez-moi, il voulait de l'argent. Et il était parfaitement conscient de la gravité des risques. Mais il était sûr qu'il pourrait surpasser tout le monde. Malheureusement, il ne le pouvait pas. Tout comme je ne parviens pas à battre cette araignée, dit Yolanda avec irritation. Ce n'est qu'alors que Cornelio remarqua qu'elle jouait à un simple jeu noir et blanc, où le but était de chasser une araignée géante hors d'une maison. L'araignée continuait à esquiver et à rester dans le coin de la toile au sol. « Il a écrit ça ?» demanda Cornelio. « Oui. Avant de se lancer dans les systèmes de sécurité, il développait des jeux. Un jour, les subordonnés du maire lui ont demandé service et lui ont fourni toutes les ressources nécessaires pour collecter des données. C'est là qu'il a obtenu du matériel explosif et incriminant. Pourquoi ne l'ont-ils pas éliminé immédiatement? Parce que Raulo n'était pas un idiot. Il opérait anonymement, soupira Yolanda. Ne trouvez-vous pas que ce jeu est étrange? C'est pratiquement impossible à gagner, n'est-ce pas? Demanda Cornelio. Yolanda se figea, regardant l'écran, puis tourna lentement son regard vers Cornelio et dit « Tu sais que tu es un génie, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Cornelio perplexe. Sautant de sa chaise, Yolanda courut jusqu'à l'aquarium de l'araignée, sortit le monstre poilu de son repère et le tendit à Cornelio comme s'il s'agissait d'un chaton. « Comment ça va, petit ?» dit Cornelio doucement. « Tu l'as nourri ?»« Oui, j'ai attrapé quelques insectes dans le jardin d'hiver, » soupira Cornelio. « Tiens ceci » dit Yolanda en plaçant l'araignée dans les mains de Cornelio et commença à fouiller dans le terrarium. Cornelio resta immobile, essayant de ne pas s'évanouir de honte. Pendant ce temps, Rocky faisait semblant de dormir profondément, n'offrant aucune assistance. « Tiens !» s'exclama soudain Yolanda en sortant un petit paquet. À l'intérieur se trouvait un autre paquet, encore plus petit, contenant une clé métallique avec une gravure. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Cornelio, la voix tremblante, en continuant de tenir la créature répugnante, réalisant que Rocky n'avait aucune intention de le sauver de cette situation. « C'est une clé d'un coffre-fort, » expliqua Yolanda. « Mais elle est inutile sans une carte en plastique avec un code QR. Sans cela, la clé ne fonctionnera pas, et nous ne savons même pas pour quelle banque elle est. Encore un mystère. » Épuisée, Yolanda laissa tomber ses bras dans une totale frustration. « Je suis à court d'idées, » soupira-t-elle en remettant l'araignée dans le terrarium. « Je suis désolée de te déranger, Luna, » murmura Yolanda. « Luna? Le nom du monstre est Luna? Ne t'inquiète pas, elle est très mignonne et complètement inoffensive. D'ailleurs, je l'ai offerte à Raulo en cadeau. Pourquoi? Demanda Cornelio, véritablement surpris. Que donne-t-on d'autre à quelqu'un qui a tout? Bon point. Eh bien, Yolanda, je pense que tu as vraiment besoin de te reposer. Je vais m'occuper de vérifier l'ordinateur. Peut-être que je trouverai quelque chose. Cornelio passa toute la nuit devant l'écran. Il n'y avait rien sur aucun des appareils qui pouvait être déchiffré.
Malgré sa promesse de rester éveillée, Yolanda succomba au sommeil. Rocky s'enroula à ses pieds sur le canapé, ronflant bruyamment. Décidant de se détendre un peu, Cornelio alluma le jeu de l'araignée auquel Yolanda jouait plus tôt. Gagner était vraiment impossible. Le but était de piéger l'araignée avec un balai, de l'écraser avec une chaussure ou de la tuer avec du spray et d'autres outils. Mais la créature à plusieurs pattes esquivait habilement chaque menace. Le jeu commençait à agacer Cornelio lorsqu'il remarqua quelque chose. « Je n'arrive pas à croire ce que je vois, dit-il lentement. « Yolanda, as-tu vu ça ?»« Quoi ?» demanda Yolanda en se frottant les yeux. « As-tu remarqué que l'araignée se déplace selon une trajectoire spécifique ?»« Quelle araignée ? Oh, dans le jeu !»« Oui, regarde. J'utilise le premier outil, une chaussure, et j'essaie de tuer l'araignée. Elle s'échappe. Regarde, ne semble-t-elle pas être une lettre ? » « Oui, soupira Yolanda. C'est la lettre C. Outil suivant. Que vois-tu ? R, puis A, Carla. Carla Lars, la petite amie de Raulo. Mais je doute sérieusement qu'elle sache quelque chose. Il ne l'a même pas emmenée dans son appartement. Yolanda secoua la tête. Quel genre de relation est-ce s'il ne l'a jamais invitée chez lui ? Cornelio haussa les épaules. Je ne sais pas ce qu'ils avaient entre eux. Il ne prévoyait pas de fonder une famille, mais elle voulait l'épouser. Il s'est vraiment fâché contre elle. Alors pourquoi était-il avec elle ? Eh bien, elle est belle. Et pourquoi n'est-elle pas partie ? Je ne sais pas. Raulo aimait les femmes en général. Yolanda leva les mains. Oui, j'ai remarqué que même Juana, la concierge, avait le béguin pour lui. Quoi qu'il en soit, si nous avons le numéro de Carla, nous devrions l'appeler. Il est 6 heures du matin. Nous l'appellerons un peu plus tard. Mais c'est urgent ? Oui, et c'est pourquoi il est important de ne pas l'effrayer. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle sait, mais c'est dans notre intérêt de la faire parler. Attendre 9 heures du matin pour enfin appeler la petite amie de Raulo était un défi. Finalement, le numéro a été composé, et une voix mélodique mais fatiguée a répondu. « Bonjour, Carla. »« Bonjour, c'est Yolanda. »« Oui, bonjour, » soupira la fille. « Nous devons nous rencontrer de toute urgence. C'est une question de vie ou de mort. »« Je ne peux pas. Je suis au travail. Mon patron est strict et je ne pourrai pas m'échapper, » répondit Carla indifféremment. « Carla, Raulo est mort. »« Quoi ? Comment ?» Carla pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. « Et c'est ce que nous voulons découvrir, » dit Yolanda calmement, écoutant Carla haleter, submergée par l'hystérie imminente. « Peut-être que je vais prendre un peu de temps libre, » murmura Carla, la voix tremblante. Carla arriva, d'une beauté saisissante mais vêtue modestement. Elle aurait pu vivre différemment avec son apparence, mais elle avait choisi une vie simple, travaillant un emploi régulier avec un faible salaire et étant dans une relation avec un homme qui ne la valorisait pas. Ou peut-être le faisait-il puisqu'il avait même crypté son nom dans le jeu. Les yeux de Carla étaient rouges et ses mains tremblaient. Cornelio lui offrit un verre d'eau, puis un autre, jusqu'à ce qu'il semble qu'elle était prête à boire toutes les chutes du Niagara. Finalement, elle se calma et regarda autour d'elle. « C'est la première fois que je viens chez toi. Je sais que vous aviez une relation unique, » soupira Yolanda. « Oui, je l'aimais tellement que j'étais prête à accepter ses conditions. Juste exister dans sa vie, égayer ses temps libres quand il le voulait, et être relégué au second plan le reste du temps. Est-ce juste, Carla ?» Cornelio secoua la tête, aveuglé par la beauté de la fille. « Aucune femme ne mérite d'être traitée comme ça. » « Quel beau sac à main !» commenta soudain Yolanda. « Un Birkin ? Tu es folle !» répondit inopinément Carla. « Je n'ai pas ce genre d'argent. Ce n'est qu'un sac chinois ordinaire. »« Il devrait y avoir un numéro de série à l'intérieur, » insista la journaliste. « Yolanda, je ne pense pas que discuter du sac soit très pertinent en ce moment. » Tenta d'être diplomate Cornelio, attrapant le regard reconnaissant de Carla et lui offrant un sourire timide. Il n'était toujours pas habitué à ce que les femmes ne se détournent pas de lui avec dédain. « Très bien, revenons au sujet, » dit Yolanda. Elle était étonnamment calme et posée. Cornelio était déconcerté, étant donné que son frère venait de mourir et qu'elle l'avait découvert la veille. Pourtant, elle restait calme et sereine, capable de garder son sang-froid. Ou peut-être ne s'en souciait-elle simplement pas ? C'était étrange. Pendant ce temps, la sœur de la victime poursuivait l'interrogatoire, interrogeant sur leur conversation. Si Raulo avait partagé des informations importantes avec Carla,
ou s'il avait dit quelque chose qu'elle aurait pu négliger, mais qui pourrait être précieux pour l'enquête. Mais non, Rollo n'avait pas parlé à Carla de choses triviales. Ils auraient pu discuter d'un plat dans un restaurant, d'un voyage ou d'un film, mais rien de plus. Il n'avait pas parlé de son travail ou fait de projets futurs avec elle. S'il était à moi, Cornelio soupira et croisa le regard de la belle fille aux grands yeux tristes. J'aurais couvert une fille comme ça de cadeaux. Tu es un génie, Cornelio, s'exclama soudain Yolanda. Carla, Raoulot t'a-t-il déjà offert quelque chose? Pas vraiment quelque chose de spécial, juste des cadeaux pratiques. Un grille-pain, un aspirateur, soupira la journaliste. Cela ressemble à mon frère. Oh, attendez, il m'a aussi offert un pendentif. Honnêtement, il est assez moche, mais il insistait pour que je le porte tout le temps. Je ne l'aimais pas, mais chaque fois que nous nous rencontrions, je le portais pour éviter de contrarier Raoulot. Maintenant, je le garderai comme un souvenir précieux, et je le porterai souvent pour me souvenir de lui. Un pendentif? Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné avant? L'as-tu avec toi? Demanda Yolanda nerveusement en se tordant les mains. Oui, dit Carla, confuse, et commença à fouiller dans son faux sac à main. Elle finit par sortir un pendentif en argent en forme d'araignée avec un gros abdomen noir. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas mon style. Avec des mains tremblantes, Yolanda prit le pendentif et l'examina sous tous les angles. « J'ai besoin d'un aimant, dit-elle. « Un aimant ?» demanda Cornelio, surpris. « Oui, s'il vous plaît, apportez-en un. » L'homme alla dans la cuisine et prit l'aimant sur la porte du réfrigérateur chromé. Yolanda arracha l'aimant de ses mains et l'approcha immédiatement du pendentif. Un clic à peine perceptible se fit entendre presque instantanément. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Carla, incapable de cacher sa surprise. La journaliste ne répondit pas. Elle ouvrit silencieusement le pendentif et en sortit une petite carte en plastique. « C'est la deuxième moitié de la clé, » expira Yolanda. « Nous avons trouvé la pièce manquante. » « Comment était-elle à l'intérieur du pendentif ?» demanda Cornelio, déconcerté. « Oui, » Yolanda hocha la tête. « Mais comment le saviez-vous ?»« C'est simple, c'est mon pendentif. Enfin, j'en avais un similaire quand j'étais enfant. Il s'ouvrait avec un aimant. Raoulot a tout préparé en s'assurant que personne ne découvrirait quoi que ce soit, sauf moi. Comprenez-vous? Il m'a laissé un message. « Donc, c'est une clé ?» demanda Carla d'une voix changée. « Mais pourquoi ?» Pour un coffre-fort bancaire. Mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est du matériel compromettant sur une personne très importante, dit Yolanda, faisant référence au maire. C'était son ennemi juré, et elle espérait ardemment qu'il paierait enfin pour tous ses crimes. La ville était dominée par la mafia, et personne ne pouvait rien y faire. « Et où est l'autre moitié de la clé ?» demanda Carla. « Je l'ai !» répondit froidement la journaliste. « Merci Carla pour ton aide. Encore une fois, mes condoléances. Nous sommes dans le même bateau, ayant tous deux perdu quelqu'un qui nous était cher. Mais je te promets que je trouverai le meurtrier et je le ferai payer pour ce qu'il a fait. » Se tournant vers Cornelio, Yolanda dit « Allons à la banque, urgemment. » « Ne vous précipitez pas, dit lentement Carla en se levant du canapé. Sa main s'enfonça dans son sac à main pendant quelques secondes et soudain, elle sortit un pistolet. Il avait l'air réel, du moins, il semblait l'être. Quoi? Yolanda ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. La mâchoire de Cornelio tomba et Rocky, qui avait également regardé la scène, inclina la tête, perplexe. « Je ne me répéterai pas, » avertit Carla de manière menaçante. « Mais pourquoi, Carla? Où as-tu eu un pistolet ?» demanda Yolanda, déconcertée. « Cela ne vous regarde pas ?»« Le vôtre, ma chère ?» dit Carla sèchement. Cornelio la regarda maintenant avec des yeux complètement différents. Le pauvre agneau poilu qui avait perdu son fiancé s'était soudainement transformé en panthère agressive, un prédateur prêt à frapper à tout moment. « Carla, reconsidérez, s'il vous plaît, » demanda poliment le vagabond. Mais cela ne fit que lui donner un sourire dédaigneux. « Ouais, sûr, je suppose que je vais arrêter, » dit la fille moqueusement. Mais Cornelio était tellement stupéfait par la situation qu'il ne comprenait même pas ce qui se passait. « Ouh, je pensais que tu étais sérieux, » dit l'homme avec soulagement en baissant les mains. « Les mains en l'air, idiot !» cria la fille en agitant le revolver de manière menaçante. Cornelio avait espéré que c'était une blague. « Assez, Yolanda, place les deux clés sur cette table basse et éloignez-vous.
ordonna sévèrement Carla. Réticente, la sœur du défunt s'approcha de la table et plaça les 2 clés sur sa surface lisse et transparente. « Brave fille !» félicitèrent la beauté, montrant ses dents prédatrices dans un sourire. « Maintenant, perdez-vous. » La tête baissée, Yolanda recule tandis que Carla continue de braquer son arme sur ses adversaires. « Je pourrais te tirer dans le front et personne n'entendrait rien. » Le pistolet a un silencieux. Mais cela me priverait du plaisir de voir la douce Yolanda se battre pour la justice, inconsciente que la personne contre laquelle elle se bat est au-delà de ses capacités. « Je pensais que tu aimais Raulo, » dit pensivement la journaliste. « Cet idiot, tu es devenu fou, » ricana la beauté. Pendant ce temps, Cornelio échangea un regard confus avec Rocky, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Cornelio fit un clin d'œil subtilement à son ami à 4 pattes. Le chien leva un sourcil, puis l'autre, mais ne sembla pas comprendre l'indice. Incapable de se contenir, Cornelio murmura « Attaque! Attaque !» En réponse à la question silencieuse, Rocky hocha la tête en direction de la fille, avec le pistolet. Mais le chien ne comprenait pas ou ne faisait pas semblant de ne pas comprendre. Au lieu de cela, il posa sa tête sur ses pattes avant, donnant à Cornelio un regard soumis. Déçu et coupable, Cornelio regarda Carla, qui riait triomphalement. « Vous êtes tous des idiots », se moqua-t-elle avec dédain, reculant vers la sortie, tout en gardant son but sur Cornelio et Yolanda. « Au revoir, perdant », dit-elle, en se tournant brusquement vers la porte et en se préparant à quitter l'appartement. Mais soudain, il y eut un sourd claquement, et la fille fut projetée en arrière, se cognant la tête contre le coin. « Je suis désolé, je ne voulais pas », dit une voix effrayée d'un jeune homme. Il tenait une boîte dans les mains. « Mademoiselle, allez-vous bien ?» demanda-t-il avec inquiétude, ne remarquant pas le pistolet qui était tombé des mains de Carla lorsqu'elle était tombée. Cornelio était stupéfait par cette tournure inattendue des événements, tandis que Yolanda agit rapidement. Elle récupéra le pistolet et fouilla dans le sac de Carla, en sortant les clés. « Oui !» s'exclama-t-elle joyeusement, puis ajouta « Et après tout, c'est un Birkin ?»« Qui êtes-vous » demanda Cornelio, perplexe. « Je suis le livreur. Livraison pour Raulo Velard, des pièces qu'il m'a demandé d'apporter il y a quelques jours. Mais ensuite, il ne répondait pas à son téléphone. Alors j'ai décidé de venir aujourd'hui. L'électricité était coupée dans son immeuble, alors j'ai fini par monter jusqu'au 17e étage et je suis tombé sur cette jeune femme ici. Quelle coïncidence !» dit Yolanda avec un sourire. « Tu es le meilleur livreur du monde. » « Je vais appeler une ambulance pour elle, » promit le jeune homme. « Appelez-la, et la police aussi. »« Nous n'avons pas le temps, » dit la journaliste, en courant vers l'escalier. Comme l'électricité était effectivement coupée en raison d'une réparation urgente, Cornelio la suivit, et derrière lui vint le loyal et brave Rocky. Pendant ce temps, le livreur déconcerté se retrouva seul avec la fille inconsciente. En montant dans la voiture, Yolanda plaça ses mains sur le volant et, comme d'habitude, regarda dans le rétroviseur. Ses yeux étaient enflammés, ses joues rougissantes et ses cheveux ébouriffés. Cornelio était assis à côté d'elle, tandis que Rocky s'installait dans la banquette arrière. « À la banque !» ordonna Yolanda, brûlant d'anticipation. Lorsqu'ils arrivèrent à leur destination, les 3 sortirent de la voiture et se dirigèrent vers l'entrée de l'institution financière, située dans un grand bâtiment de style ancien. Bien que, en réalité, ce n'était qu'une nouvelle construction flashy. « Les chiens ne sont pas admis », les informa le pompeux gardien de sécurité. « Très bien, Rocky, reste ici », dit Cornelio. Avec le chien grognant de mécontentement, Cornelio resta près de l'entrée pendant que Yolanda présentait la clé au manager souriant faussement. Son expression changea sensiblement et il les conduisit à l'intérieur. « S'il vous plaît, suivez-moi », dit-il d'un geste élaboré, en pointant vers une porte discrète au bout du couloir. Ils descendirent le couloir, descendirent au sous-sol, passèrent plusieurs entrées et arrivèrent enfin. « Voici votre coffre-fort », annonça l'employé. « Voulez-vous que je l'ouvre pour vous ou préférez-vous le faire vous-même ?»« Nous le ferons nous-mêmes », soupira Yolanda. « Alors, si cela ne vous dérange pas, je vous laisserai tranquille », dit poliment l'employé et partit. Yolanda ouvrit le coffre-fort et fut initialement stupéfaite de le trouver vide, mais elle remarqua ensuite 2 minuscules cartes mémoire à l'intérieur. Sortant une tablette de son sac à dos,
Elle inséra la première carte. Les documents qui apparurent sur l'écran après avoir ouvert l'un des fichiers la firent fondre en larmes. « Merci, frère. Ce sont les nôtres. »« Qu'est-ce que c'est » murmura Cornelio. « C'est du matériel compromettant qu'aucun titan ne pourrait résister. Notre mère est finie. » Avec précaution, elle rangea la carte mémoire et inséra l'autre dans la tablette. C'était un fichier vidéo avec son frère. Pour la première fois, Cornelio vit à quoi ressemblait Rollo Vellard dans la vie. Aucune photo de lui n'avait été trouvée dans son appartement ou sur son ordinateur. « Salut, sœur », commença joyeusement le jeune homme, en ajustant ses lunettes. « J'espère que tu as déchiffré mes codes et que ce n'était pas trop difficile pour toi, puisque tu es une fille si intelligente. Oui, je suis sûr que tu regardes cette vidéo et pas quelqu'un d'autre, parce que j'ai fait les indices juste pour toi. Désolé, sœur, mais ton frère était un vrai coquin. Oui, j'ai fait chanter le grand et terrible et voler son argent. Tu es coquine. J'aurais pu te donner le matériel compromettant pour exposer ses plans au monde. Mais je suis trop gourmand pour manquer de telles occasions. De plus, même s'il est parti, un autre viendra, et tu devras te battre à nouveau. Mais comme tu peux le voir, je me suis trompé. Puisque tu es ici à ce coffre-fort, eh bien, rien n'est gagné sans risque. Mais tu devrais boire, sœur. Absolument boire. Les détails du compte que tu trouveras dans l'un des fichiers contiennent assez d'argent pour toi et tes petits-enfants, où tu peux utiliser l'argent pour de bonnes actions, comme tu le souhaites. Si j'étais toi, je garderais tout pour moi. Mais je suis un radin. Carla ne t'a pas dit que je suis pingre? Elle savait pour qui elle travaillait. Elle prétendait être une pauvre secrétaire piégée dans un travail de bureau mal payé. Mais je connaissais le prix de essais et vêtements. Cette fille travaille pour notre mère, et il l'a chargée d'extraire des informations de moi. Oui, ils auraient pu me tuer sur le champ, mais ils devaient s'assurer que je n'avais pas transmis les informations à un tiers. Il semble qu'ils aient finalement décidé d'agir sévèrement et de me tuer. Ne pleure pas, j'ai bien vécu, et si je pouvais recommencer, je ferais tout de la même manière. Pourquoi pleures-tu, Yola? Ne secoue pas la tête. Je sais que tu pleures. Eh bien, dis-moi, n'étais-je pas malin avec Carla? Elle portait toujours ce pendentif stupide que j'insistais à lui mettre, sachant qu'elle le détestait, et elle n'a jamais deviné l'information importante qu'il contenait. J'espère ne pas t'avoir causé trop de problèmes. Bien sûr, j'aurais pu vous donner toutes les clés de mon vivant, mais alors tout mon chantage aurait été vain, puisque vous auriez utilisé cette information pour restaurer la justice. C'est plus important pour toi que l'argent, n'est-ce pas? Nous sommes différents, mais je t'aime toujours, et je sais que tu m'aimes aussi. Et encore une chose, Yola, ne m'enterre pas, crème-moi et disperse les cendres sur notre vieille datcha. C'est triste, dit Cornelio lorsque la vidéo de Raolo se termina. Oui, dit la journaliste en essuyant ses larmes. Mais je dois mener cela jusqu'au bout. Sortons d'ici, dit-elle en se dirigeant vers la sortie. Pas si vite. Une voix féminine aiguë les arrêta. La première chose que Cornelio et Yolanda virent fut un pistolet pointé sur eux. Encore une fille avec un pistolet? Marmonna Cornelio, citant un personnage coloré d'un vieux dessin animé. Il ne reconnut pas immédiatement qui se tenait devant eux, mais c'était Juana, la concierge. « Remisez tout ce qu'il y a dans le coffre-fort », exigea la jeune femme. « Je ne comprends pas. Comment avez-vous contourné la sécurité ?» demanda calmement Yolanda, comme si rien ne pouvait la surprendre aujourd'hui. « Cela ne vous regarde pas. Remisez tout ou je vais devoir utiliser mon arme, » dit fermement Juana. Mais Yolanda ne céda pas. Elle avait travaillé trop dur pour obtenir ce matériel compromettant. C'était l'œuvre de sa vie. « Allez, je deviens nerveuse, » grogna la concierge. « Peut-être pouvons-nous trouver un accord ?» suggéra timidement Cornelio. « Non, » s'emporta Juana. « Ce n'est pas une option. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. » Cependant, au lieu d'un coup de feu, il y eut un aboiement fort et une boule de fourrure orange grognante se jeta sur Juana. La concierge tomba, essayant de protéger son visage et son ventre, tandis que Rocky aboyait fort une fois de plus, puis regarda Cornelio avec une expression qui disait « Tu vois, je ne suis pas un lâche, et j'ai gagné ma nourriture. » « Bien joué, Rocky », félicitèrent Yolanda en tapant sur le dos du chien. « Et comment avez-vous réussi à passer la sécurité ?» demanda-t-elle ensuite à Juana. « Eh bien, ma chère, tu as perdu contre un autre tueur aujourd'hui, » dit Yolanda.
Je ne suis pas un tueur, sanglota Juana. Oh bien, la police va comprendre, dit la journaliste. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un homme dans la quarantaine s'engouffra dans la salle du coffre-fort. Qu'avez-vous fait d'elle ? Demanda-t-il anxieusement, en courant vers Juana. Je suis désolé, je n'ai pas pu le faire, se lamenta Juana. Tu es fou, je te le dis depuis longtemps. Tu as commencé un jeu qui était injustifié. Il embrassa l'assaillante malheureuse. Que se passe-t-il ici ? Et où est la sécurité ? Demanda Yolanda. Il n'y aura pas de sécurité, c'est ma banque, admit l'homme. Votre banque ? Oui. Vous avez probablement beaucoup à nous dire, dit Yolanda. Exactement. Alors, s'il vous plaît, allons dans mon bureau. La secrétaire apporta du café avec des biscuits et des chocolats. Et Cornelio et Yolanda réalisèrent qu'ils n'avaient rien mangé ce matin-là. Cependant, ils n'avaient pas d'appétit. Nous sommes mariés, avoua l'homme. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avions un neveu qui s'opposait au maire et à sa bande lorsqu'il voulait démolir une partie du vieux cimetière historique pour construire un centre commercial avec de l'argent du budget destiné à un parc. Mais notre neveu n'a pas pu le supporter et a fini dans la rivière. Juana le pleurait comme un fils et décida de faire tout ce qu'elle pouvait pour le venger. J'ai essayé de la dissuader parce que même avec tout mon argent et mes relations, je ne pouvais rien faire. Mais d'une certaine manière, elle est arrivée à Raulo, votre frère. D'après ce que je comprends maintenant, elle savait qu'il ne fournirait pas de matériel compromettant et ne pourrait pas se tenir debout face au maire. Alors, elle a décidé de simplement garder un œil sur lui en devenant la concierge dans son immeuble. Le plan pour obtenir le matériel était censé se développer plus tard. « Alors, vous êtes les gentils ?» demanda Yolanda d'un ton presque enfantin. « Oui », l'homme hocha la tête. « Alors pourquoi nous avez-vous pointé un pistolet dessus ?»« La bonté doit être accompagnée de force, » dit sévèrement Juana. « Parfois, oui. Mais parfois, cela ne fait que causer du mal, » dit Cornelio pensivement, se rappelant comment il avait défendu une fille il y a des années et avait passé beaucoup de temps en prison. Avec des efforts combinés, le banquier s'assura que le matériel compromettant parvint aux bonnes mains et le maire fut envoyé en prison avec ignominie. Ce fut une affaire très médiatisée. Même son fils a été impliqué dans plusieurs crimes, notamment la possession de substances illicites. Le corps de Rollo a été retrouvé. Il avait été caché par les gens du maire lorsqu'ils sont revenus le chercher à nouveau, puisqu'ils avaient présenté les mains vides. Le programmeur a été enterré comme il l'avait demandé, et ses cendres ont été dispersées sur la vieille maison d'été. Un chapitre important du livre appelé Vie s'était clos. Une étape entière s'était terminée, et Cornelio se demandait ce qu'il ferait ensuite. De doux doigts féminins lui serrèrent la main avec précaution, et il croisa le regard des grands yeux impatients de la journaliste. « Je pense que je vais faire une pause dans les enquêtes et vivre un peu pour moi-même, dit-elle, en achetant une maison près de la mer. » Les trois, Cornelio, Yolanda et le poilu Rocky, trouvèrent enfin leur bonheur, bien que temporairement, car rien dans notre monde n'est éternel. Si vous avez aimé l'histoire, s'il vous plaît, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne.